Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce nouvel épisode sur KineoWeb. L'ostéopathie est parfois idolâtrée, parfois dénigrée, mais comme souvent, tout n'est pas blanc ou noir. L'un des points généralement mis en avant par les détracteurs de la profession est le manque d'évidence scientifique. Pourtant, depuis plusieurs années maintenant, il y a de plus en plus de recherches, et si certaines pratiques ont en effet été démontrées comme inefficaces au-delà de l'effet placebo, d'autres ont bien été validées. Et c'est un plaisir d'accueillir aujourd'hui Baptiste Galliègue, ostéopathe engagé pour une approche EBP de la profession tout en rendant cela accessible à tous au travers de sa chaîne Instagram et de ses podcasts et des articles sur Réflexe Ostéo. Bonjour Baptiste, peux-tu te présenter ainsi que ton parcours? Moi, c'est Baptiste Gaillac, j'ai 27 ans, je suis diplômé du coup d'ostéopathie sur Lyon depuis 3 ans, donc depuis 2020. Et comment est né Gaillac Ostéo? C'est-à-dire, je pense, ouais, juste après mon diplôme, j'avais déjà commencé à créer ma page, mais sans rien publier à la fin de mes études pour juste poursuivre des comptes et pour se donner une petite idée de tout ce que ça donnait sur les réseaux. Et puis petit à petit, je me suis pris au jeu. Je pensais pas du tout m'investir là-dedans, donc à publier des trucs. J'ai eu des bons retours et puis avec des échanges d'autres personnes aussi sur les réseaux qui m'ont beaucoup aidé. Donc de fil en aiguille, ça a bien pris. Et là aujourd'hui, moi j'aime bien parce que ça me sert quand même à bien discuter et avec des ostéos sur peut-être des opportunités ou ouais, des discussions qu'on n'aurait peut-être pas eues de base avec certains collègues. Donc c'est assez intéressant. Ça me donne aussi d'autres opportunités personnelles et professionnelles grâce au réseau. Donc j'en suis assez heureux. Donc c'est cool. Mais après, oui, à part les réseaux sociaux, donc moi je suis diplômé du coup depuis 3 ans. Je travaille sur Lyon. Je travaille dans un cabinet avec plusieurs ostéos et je travaille aussi à un hôpital privé de Lyon dans un centre de la douleur. Donc, avec de douloureux chroniques, avec un peu ces personnes qu'on retrouve un petit peu en errance médicale, que personne ne veut prendre en charge. Et donc, du coup, on est avec une équipe médicale pluridisciplinaire pour s'occuper de ces personnes. Et puis, voilà. Alors, après, j'ai aussi eu des petites prestats dans des clubs de sport, dans des entreprises ou autres, mais dans les grandes lignes, ça ressemble à ça. Ah, ok, super, ben, merci beaucoup. Et quelles sont les valeurs qui t'animent justement au travers de tes communications sur les réseaux sociaux et sur ton podcast également, puisque tu as un podcast Parlons Santé, il me semble. Je sais pas, transparence, éthique, science, science. Ouais, apprentissage, échange, communication, un petit peu de tout ça, parce que c'est ce que moi j'essaye de mettre en avant quand même pas mal sur mes réseaux. C'est ce que je critique de manière générale sur l'ostéopathie, c'est on a un manque de transparence, on a un manque d'éthique vis-à-vis de certaines pratiques que je n'hésite pas à pointer du doigt. On a un manque d'échange de communication entre nous et avec même les autres professionnels dans le domaine de la santé. Mon objectif, ouais, c'est mettre en avant un petit peu tout ça. Donc, ce serait mon maître mot. Ah, ok, super. Bah, effectivement, tu étais en train de le dire, l'ostéopathie souffre parfois d'un jugement vraiment sévère. On parle parfois de charlatanisme, de pseudosciences, de dérives sectaires. Et, euh, et quelle est ta position justement vis-à-vis de ce constat? Là, moi, je te rejoins entièrement. On va dire que toutes les allégations envers l'ostéopathie aujourd'hui, la plupart sont fondées, sont légitimes. Pourquoi? Et je dis ça même en tant qu'ostéo, c'est-à-dire que aujourd'hui, dans l'environnement de la santé aujourd'hui en France, c'est que les ostéopathes n'ont pas réellement leur place, c'est-à-dire que on déborde de nos compétences qui sont censées être les douleurs musculo-squelettiques, les douleurs fonctionnelles musculo-squelettiques. Et les ostéopathes, avec le temps, se sont inventés je sais pas, des super pouvoirs, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire de se mettre dans des domaines qui ne sont pas forcément les leurs. Donc, traiter des douleurs, je sais pas, enfin des troubles gynécologiques, des troubles viscéraux, des troubles vasculaires, des troubles neurologiques, et j'en passe, jusqu'aux certains qui disent qu'ils peuvent accompagner des cancers ou je ne sais quoi. Voilà, là, je n'exagère pas. Donc, en fait, quand j'entends des médecins qui sont contre l'ostéopathie, qui sont perméables à toutes les explications et qui critiquent vivement l'ostéopathie,
Alors, c'est exagéré, parce que moi, du coup, je vais chercher à défendre aussi l'ostéopathie, parce qu'il y a aussi des bonnes choses, hein, dans l'ostéopathie. Mais si je me mets de leur point de vue, bah, je comprends. Toute proportion gardée, hein. Mais si je me mets à leur place, je me dis, ouais, non, c'est pas possible. C'est pas possible, il faut que ça change. Il y a un problème. Peut-être qu'il y a des trucs bien, mais si la moitié, les trois quarts de ce que tu racontes, c'est infondé, c'est dangereux et ça n'a pas sa place, même s'il y a des trucs bien dans ton métier, ah non, non, c'est non. Non, t'as pas le droit. Donc, j'accepte et je comprends entièrement toutes les critiques virulentes qui peuvent y avoir. Alors après, voilà, tout dépend du fond et de la forme, mais je conçois que l'ostéopathie dérange, je conçois que les ostéopathes cassent les pieds à beaucoup de monde. Donc, oui. Alors après, est-ce qu'on nous embête parce qu'on n'est pas à notre place, ou alors est-ce qu'on nous embête parce que on commence à prendre une certaine place et on commence à prendre une certaine ampleur dans l'univers de la santé en France aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, la quantité de consultations en ostéopathie euh, est en croissance quasi exponentielle, j'ai envie de te dire, parce que l'ostéopathie s'est créée alors c'est en France depuis 20 ans, reconnu en France depuis 20 ans, et depuis, bah, on est à plus de 35 000 ostéopathes, et je ne saurais pas te dire le nombre de consultations par an, mais c'est énorme et c'est en croissance constante. Donc, ça aussi, ça peut peut-être déranger certains lobbying, je ne sais pas, médicaux ou autres, qui se disent que bah, par de la thérapie manuelle, par des techniques de personnes avec leurs mains ou je ne sais comment, bah, ça, ils vont se dire, oula, je sais pas, il y a un manque à gagner ou il y a un problème, il y a un problème quelque part. Donc peut-être qu'il y a un petit peu des deux. Peut-être que je spécule sur la deuxième partie, mais peut-être qu'il y a un petit peu des deux. Ouais, mais je pense qu'il y a aussi le fait que le système sanitaire français soit un petit peu saturé, les kinésithérapeutes sont vraiment débordés, et il y a des regroupements en termes de pratiques de thérapeutie manuelle entre l'ostéopathie et la kinésithérapie, même si ce sont deux métiers vraiment différents. Et c'est vrai qu'il y a quand même une partie de la population qui est prête à payer aussi pour ses soins de santé et qui se dit, bah là, c'est peut-être plus facile et plus accessible finalement que d'autres d'autres praticiens manuels. Je sais pas ce que tu en penses. Bah, je te rejoins et puis moi je fais souvent le lien avec une phrase que Vincent de la chaîne Santé a pu sortir. Je ne sais plus si c'était un philosophe ou un médecin qui avait sorti ça, j'ai oublié le nom. C'était que ça ne sert à rien de critiquer les métiers dans ce domaine-là à partir du moment où ce sont les médecins de manière générale qui ont ouvert la faille. Je sais plus la tournure de la phrase, mais ne critiquez pas tel ou tel thérapeute à partir du moment où on a été créé avec des gros guillemets, hein, euh, dans une partie de la médecine qui ne prenait pas ça en charge, donc la faille entre guillemets. Donc, et ce que je dis souvent, hein, c'est que les ostéopathes ou d'autres métiers dans le domaine de la santé ou d'autres spécialisations où on prend peut-être un petit peu plus de temps avec le patient dans l'écoute, dans la communication, dans l'échange, et ben c'est là où on récupère les insatisfaits, encore une fois, entre guillemets, de la médecine, qui ne se sentent pas écoutés, qui se sentent rejetés et qui sont déçus du système médical contemporain, si on peut dire ça comme ça. Euh, les personnes qui vont être contre certains médicaments, les personnes qui vont être contre certaines prises en charge, les personnes avec des croyances bien spécifiques, et ben là, tu leur mets un ostéopathe, tu leur mets un naturopathe, tu leur mets quelqu'un qui leur dit quelque chose qui va dans leur sens, qui prend une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure de consultation pour échanger, pour discuter, qui se sent investi comparé à, et j'utilise une caricature volontairement, hein, comparé à un médecin qui voit 50 patients par jour, c'est pas de sa faute, hein, mais qui a pas le temps de prendre le temps avec le patient, bah, du point de vue du patient, entre quelqu'un qui va prendre une heure avec toi et 15 minutes aux urgences,
Bah oui, je peux comprendre que pour les patients, il y a certaines personnes qui se tournent plus vers d'autres modèles médicaux. Et encore une fois, je ne jette pas la pierre aux médecins. Je suis le premier à défendre les médecins vis-à-vis de tout ça, mais le système de santé actuel ne peut pas les aider dans ce sens-là. Donc voilà, je me répète, c'est peut-être pour ça aussi que ce genre de pratique a pu émerger aujourd'hui en France, Ouais, tout à même dans fait. d'autres Ça peut être une des raisons, effectivement, je te rejoins assez pays. là-dessus. Oui, bien sûr, comme Euh, d'autres. ouais, et par rapport à l'ostéopathie, justement, moi, ce que je remarque, c'est que c'est de plus en plus une pratique qui se base sur les évidences, vraiment, on part sur une pratique EBP. Euh, alors, pour moi, c'est aussi aucune approche n'est parfaite, hein, et l'approche BP a aussi ses failles. Et d'ailleurs, ça peut rejoindre un petit peu ce qu'on disait juste avant, dans le fait que bah, une approche BP va forcément lisser et gommer les variabilités individuelles. Et on peut, en tant qu'individu, ne pas se sentir pris en compte dans certaines approches. C'est ça. Mais bon, c'est quand même, moi, je trouve une avancée majeure de l'ostéopathie. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette partie-là? J'ai envie de te dire, moi, je suis encore tout jeune dans l'univers médical, donc je ne sais pas, enfin, je sais pas vraiment comment était l'ostéopathie avant. Enfin, je sais, entre guillemets, on en a un petit peu parlé. Après, dans les faits, moi, j'ai une vision que depuis les années 2015-2020, depuis que je suis arrivé. Le BP, moi, j'en ai entendu parler que en fin d'études, donc quatrième, cinquième année où j'ai commencé à me renseigner là-dessus. Donc, dire que oui, il y a plus de praticiens BP, oui, parce que c'est du coup, c'est un courant qui est nouveau en ostéopathie, enfin nouveau, qui prend un peu plus de place en ostéopathie aujourd'hui. Certes, le BP, ça vient des années 80, 90, Saquette et tout ça, mais on va dire qu'à partir du moment où il y a des études qui sortent et que ça rentre dans l'enseignement et dans la diversité des thérapeutes, il faut souvent 10, 20 ans avant que ça s'imprègne. Donc, sûrement que le BP est arrivé dans les années 2010 en ostéopathie et que a commencé à se faire un chemin tout doucement, a pris de la place tout doucement encore. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, en 2023, peut-être qu'on entend beaucoup plus parler, mais le chemin, à mon avis, a été long. On en entend plus parler, c'est une bonne chose. Alors après, je vais te dire aussi, moi j'ai peut-être un biais de sélection, c'est-à-dire que moi j'en entends énormément parler, mais c'est parce que je fais que ça sur les réseaux. Donc les réseaux m'apportent que ce que je veux voir. Donc j'en entends beaucoup parler, j'échange beaucoup avec les personnes, mais c'est l'algorithme et c'est le but des réseaux. Je serai dans une démarche différente, c'est-à-dire comment de, de thérapie, d'autres thérapies alternatives ou autres, je pense que j'aurais été imperméable, pardon, à des idéologies EVP scientifiques ou autres. Donc, tout dépend aussi de l'environnement dans lequel tu t'inities, tout dépend avec qui tu t'entoures et tout dépend comment tu travailles tout ça. Donc voilà, il y a oui et non. Moi, j'en entends plus parler, mais est-ce que c'est une réalité du terrain? Ouais, c'est ce qu'on reproche beaucoup aux ostéopathes, justement, de ne pas être, de ne pas se baser sur des évidences scientifiques. Et pourtant, moi, ce que je remarque, c'est que c'est de plus en plus le cas, au contraire. Donc, alors, c'est vrai que bah, faire des études, ça a un coût. Et comme tu le disais, l'ostéopathie, ça reste une approche assez jeune en France, avec des recherches certainement aux États-Unis, mais qui ne sont pas forcément très reconnues sur la France et c'est une En pratique qui fait, a vraiment besoin d'être validée, quoi. ouais, excuse-moi, je t'ai coupé. C'est que oui, l'essentiel des études se fait dans les pays anglo-saxons aujourd'hui. Donc en France, on a deux, trois petites études qui sont pas mal, mais 90% du taf, il se retrouve ouais, aux États-Unis, en Angleterre ou ailleurs. Ce qui est du très bon travail, hein. Alors après, oui, il faut faire le tri parmi tout ce qui se fait, mais c'est encourageant. Et vu la dynamique que ça prend, comme je pense que ce travail a quand même à visée exponentielle,
je pense qu'on a quand même aussi de belles années devant nous vis-à-vis de toute la recherche en thérapie manuelle. Parce que là, moi, depuis le temps que je m'intéresse au côté très scientifique de la thérapie manuelle, c'est-à-dire, on va dire, les 3 4 ans à peu près, euh, j'ai déjà vu un changement, une évolution dans certaines études. Il y a eu des études que je voyais en 2020, par exemple, et qui aujourd'hui, je vois encore une différence de ces études-là. Donc, je me dis que là, en quelques années, on commence à prendre peut-être un tournant encore différent, ce qui répond aussi à ta question. Mais est-ce que c'est représentatif de la communauté de l'ostéopathie? Est-ce que c'est représentatif de tous les praticiens? Je ne sais pas. J'aimerais te dire oui, mais je ne sais Peut-être une pas. orientation, un début d'orientation. Peut-être, Ça c'est va se peut-être distiller, hein. le début d'une petite vague qui arrive en ostéopathie, mais voilà. Comme je suis dans mon prisme à moi, je ne saurais pas Ouais. te dire. Ouais. Après, c'est vrai que la formation initiale, par exemple, elle était encadrée de façon un petit peu plus rigoureuse depuis 2014, il me semble. Et il C'est me ça. semble aussi, je suis pas trop au fait, mais il me semble que c'est encore en voie de, de cadrage, on va dire, pour vraiment uniformiser Alors, les enseignements entre les différentes écoles d'ostéopathie. Je sais pas ce que encore toi du tu vois taf. justement. Ouais. Il y a encore du travail qui doit être fait. Il y a des agréments qui sont passés en 2014, donc appliqués en 2015. Donc moi, je suis la première génération des décrets parce que je suis rentré en 2015. Donc du coup, moi, les décrets, je les ai vus en plein devant, quoi. J'étais la première année où les profs, ils testaient tout autant que nous. Et donc à chaque fois, c'était assez drôle. On avait les années au-dessus de nous qui nous disaient, bah, nous, on voyait ça, on avait ça. Et nous, on avait des cours, enfin, une architecture de cours différente, avec des pratiques différentes, on avait toute une liste à respecter. Donc oui, il y a eu du changement, à mon avis, vis-à-vis des anciennes générations. Mais il doit y avoir encore beaucoup de changements. Il doit y avoir encore beaucoup de changements. Les agréments ne sont pas appliqués non plus à 100% partout, hein. Donc, mais ça, c'est normal. Est-ce qu'ils sont facilement applicables? Je ne sais pas. Est-ce que, il y a encore beaucoup de taf à faire sur ces agréments? Oui. Est-ce qu'il y a une discipline supplémentaire à apporter sur ces agréments? Oui, aussi. Donc voilà, c'est le début d'une démarche pour intégrer l'ostéopathie. Après, dans cette continuité, je ne sais pas si tu as entendu parler du rapport l'IGAS. C'est un document qui a été publié en faisant un rapport de l'enseignement de l'ostéopathie et de la chiropraxie aujourd'hui. Et en fait, si tu prends les grandes lignes de la conclusion, c'est qu'ils disent que bah, on est trop nombreux, on n'est toujours pas assez bien formés, les formations sont trop hétérogènes. Donc ça confirme un peu ce que je t'ai dit tout à l'heure, mais que d'une certaine manière, ça reste quand même assez encourageant parce qu'ils disent que dans tous les cas, bah, les consultations d'ostéopathie, l'engouement autour de l'ostéopathie est croissant. Donc en fait, si on prend le bon tournant, si on prend le, si on s'arme bien, si on fait ce qu'il faut, on pourrait réussir à rééquilibrer, à bien travailler tout ça et avoir un avenir plus adéquat en vue des demandes de l'État, en vue des agréments, on va dire. On D'accord. pourra rattraper un petit peu tout ça. Donc pour toi, vraiment, l'avenir de l'ostéopathie, ce serait vraiment d'intégrer complètement le système de santé ou tu le vois, pour toi, c'est Alors ça, clairement c'est la corrélation. une question très personnelle, mais aussi que je partage souvent avec des collègues kinés, avec des collègues ostéo aussi. C'est qu'à mon sens, l'ostéopathie devrait être intégrée totalement dans le système de soins traditionnels, quitte à faire, en fait, on va dire, une sorte de grande famille un peu physio, kiné, ostéo et ergo et autres, avec des sous-familles, des sous-catégories en fonction de spécialité, un peu comme des médecins, j'ai envie de te dire, Ouais. et qui, en fonction de ça, bah, avoir la première intention ou être sur ordonnance, avoir les deux suivant la nécessité. Je vais te donner, alors, totalement de l'improvisation, mais si je te dis par exemple première intention bah, pour une lombalgie commune,
juste douleur musculo-squelettique, le gars, tu peux le prendre en charge, pas de souci. Par contre, pour une rééducation, je sais pas, d'entorse de cheville ou d'entorse des cervicales, bah là, ça serait sur ordonnance avec de la kinésithérapie, quelque chose de beaucoup plus approfondi. Parce que si tu prends en première intention, tu vas voir l'ostéo, enfin le physio-ostéo du futur en une, deux séances, entre guillemets, tu lui as donné les clés avec de la thérapie manuelle. Si ça fonctionne bien, tu peux déjà bien l'aiguiller. Ensuite, en fonction, tu lui donnes la rééducation si nécessaire pour approfondir le travail. Donc, en première intention. Donc, pour le reste, ouais, pourquoi pas sur ordonnance et avec avis médicaux un peu plus approfondis. Mais de toute Mm. façon, après, c'est quelque chose qui doit être discuté, c'est-à-dire que ce que je t'ai dit là, ça met en avant le pluridisciplinaire. Donc, pour une douleur musculo-squelettique aiguë, on sait bien maintenant que les recommandations, par exemple pour une lombalgie, ça peut être thérapie manuelle sur l'aigu et ensuite embrayer sur de la rééducation en kiné pour stabiliser et pour maintenir tout ça parce que c'est ce qui est le plus logique et ce qui est le plus efficient aujourd'hui dans le paysage médical vis-à-vis de la douleur fonctionnelle, la douleur musculo-squelettique. Ouais. Ouais, tout à fait. C'est résumé très vite, mais c'est ça, quoi. Je te rejoins sur ça. Alors, pour l'accès direct, par contre, c'est quelque chose que les kinésithérapeutes luttent déjà depuis de nombreuses années pour l'avoir et c'est compliqué. Et Euh, c'est pour ça parce que tu vois, ça pourrait très bien inclure les kinés et l'ostéo dans l'accès direct, mais tout dépend le motif. Que tu aies un accès direct pour une lombalgie, que tu aies un accès direct pour une douleur fonctionnelle qui nécessite un accès direct, oui. Pour quelque chose de un peu plus complexe, comme je te disais, à mon sens, et je te dis, c'est vraiment subjectif, hein, quelque chose de plus élaboré comme de la rééducation ou un travail neuro ou quoi que ce soit, là, sur ordonnance, pour que ce soit un petit peu plus, je sais pas, un peu plus cadré. Mais après, c'est comme je dis, hein, c'est à discuter avec tout le monde, et comme ça pourrait satisfaire tant les ostéos que les kinés, que les autres copains qui pourraient se rajouter dans le groupe, quoi, j'ai envie de dire. hmm. Ouais, c'est très intéressant tout ça. Euh, alors, il y a une chose aussi que j'ai relevée sur les réseaux, et c'est vrai que j'y avais pas fait particulièrement attention avant. C'est, des fois, on lit des articles sur les bénéfices de l'ostéopathie, qui semblent vraiment mettre en avant l'ostéopathie. Et en fait, quand on approfondit un petit peu ces articles, on se rend compte qu'en fait, ça dessert la profession parce que ça va déjà plus loin que ce qu'est l'ostéopathie ou là où elle devrait se positionner. Quels sont les points de vigilance justement pour la communication des ostéos selon toi? Oui, ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que tout dépend aussi le discours que la personne peut avoir et pour ce pourquoi aussi les médecins nous tapent dessus, c'est-à-dire que on va mettre en avant des faits qu'on pense actés, mais sans aucune preuve et quelque chose qui sont sortis un peu d'un chapeau de magicien. Donc les points de vigilance qui seraient à mon sens vérifier les sources et il faut avoir la capacité aussi de vérifier des sources, hein, parce que c'est pas parce que je mets une étude ou un truc dans le genre que c'est forcément pertinent, que c'est forcément intéressant. Je peux faire du cherry picking, je peux te mettre un article de Femme Actuelle ou je peux te mettre des trucs pas extraordinaires. Donc voilà, avoir des capacités de vérifier des sources, donc être transparent vis-à-vis de ça, avoir aussi être diplômé, avoir un diplôme reconnu, parce qu'il faut aussi savoir aujourd'hui en France que tu peux être ostéopathe enfin, tu peux t'auto-proclamer ostéopathe sans avoir de diplôme, hein. Donc, c'est ce qui est protégé par le DO à la fin du diplôme d'ostéopathe, parce qu'on voit juste des ostéopathes tout court, des ostéothérapeutes. Donc ça, c'est un abus de titre. Donc c'est l'autre point de vigilance qu'on pourrait mettre en avant. Et puis, je dirais toutes les formations, les pseudo-formations, je vais appeler ça comme ça, je vais me faire taper dessus, de certains professionnels. Je suis désolé, mais si tu vas voir sur un ostéopathe qui, sur sa carte, il te dit qu'il a fait une formation en chakra, en troisième œil, et que il rééquilibre les membranes du cerveau,
Euh, j'utilise encore une caricature, hein, mais c'est le paysage, enfin, c'est ce qu'on voit aujourd'hui en ostéopathie. Bah là, oui, il faut appeler à la vigilance. Il faut appeler à la vigilance. Je dis pas que c'est pas bien fondamentalement. Je dis juste, prenez avec des pincettes ce que ce très gentil monsieur peut vous dire. Voilà. S'il vous dit que vous êtes fait une entorse à cause du mauvais esprit ou que le côté droit, c'est votre maman, voilà. Si ça vous plaît sur le moment de raconter des histoires à visée chamanique ou je ne sais quoi, grand bien vous fasse. Grand bien vous fasse, hein, j'ai envie de dire. Mais ne prenez pas ça pour acquis et puis tournez-vous à la limite pour d'autres personnes sur d'autres sujets. Voilà. On a le droit d'avoir un côté très spirituel, d'avoir des croyances dans la santé. On a le droit, c'est légitime. Après, tout dépend ce qu'on en fait. Tout dépend ce qu'on en fait. Donc voilà, faites attention au bagage de l'ostéopathe, à ce qu'il va vous raconter. Et du coup, ça embraye sur la deuxième partie. Faites attention au discours qu'il va vraiment vous donner, aux conseils qu'il va vous apporter. C'est-à-dire que est-ce qu'il aura une démarche proactive ou une démarche purement pécuniaire vis-à-vis de vous? Parce que un ostéopathe qui vous dit de revenir 5 fois pour une douleur de cheville parce qu'il vous explique que les chakras sont pas alignés ou que je ne sais quoi n'est pas dans le sens de la lune, bah ça, c'est de l'abus de confiance. Faire payer une consultation, et généralement, ceux-là, ils font des consultations à 70, 80 et voire plus. Donc, ils n'hésitent pas. Euh, Ça, c'est de l'abus. C'est totalement de l'abus. Tu vas dépenser 500 euros chez un gars qui peut-être il va te faire des papouilles et peut-être que derrière, personnellement, toi, tu es content mais il aura rien apporté au schmilblick, tu vois? Super, bah, Donc, très bien. Merci pour ces euh, points de vigilance, effectivement. Et si tu as un petit mot de la fin pour les ostéopathes et les kinés qui suivent Kinéo Web, qu'est-ce que ce serait? eh bien, continuons à échanger ensemble, soyons critiques. Faut pas hésiter à s'envoyer des petites critiques constructives. On avance avec la critique, on avance en se remettant en question, on avance en se posant des questions, on avance en se faisant chahuter un peu par certaines personnes. Et on n'avancera pas avec que des personnes qui pensent tout le temps la même chose que nous. Alors, c'est bien d'avoir des personnes qui pensent la même chose que nous, mais il faut sortir de notre zone de confort, tant en tant qu'ostéo qu'en pluridisciplinaire. Donc, continuons à nous confronter à différentes idéologies dans lesquelles on n'est pas d'accord. Essayons d'étayer ça avec des formations, avec le maximum de preuves qu'on peut avoir. Et oui, restez critique et restez critique, mais restez lucide. Lucide. C'est bien d'être critique, mais il faut être lucide aussi. Il faut être terre à terre. Super, Voilà. ben, merci, merci beaucoup. C'est très pertinent et je pense que ça plaira à tout le monde. Donc ça, c'est super aussi. C'est important J'espère. de garder l'esprit critique et de continuer à évoluer. Les- Même la science évolue, hein, ne se repose pas sur, sur ses acquis et c'est l'une de ses forces. Et quand on utilise la science comme un dogme, c'est là où ça devient dangereux aussi, parce que la science se remet toujours en question. Donc voilà, être critique dans les deux sens, que ce soit avec ou sans approche EVP, c'est toujours nécessaire. Absolument. Mer- Absolument. Merci beaucoup. Ce sera un plaisir de continuer à te suivre, à partager ça sur les réseaux. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. C'était encore une fois un immense plaisir de faire cette interview. Je te laisse aimer, partager, commenter et bien sûr t'abonner. Et surtout, n'oublie pas, ensemble, valorisons votre expertise.